Mali, système antiaérien, Washington en campagne de manipulation ou de psychose. Nous nous interrogeons. Qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or, la chaîne de télévision des panafricanistes, des nationalistes et patriotes et de tous ceux qui rêvent de voir une Afrique debout, souveraine et surtout libre. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, à cette autre édition de Parole panafricaniste. Bonjour. Eh bien, mesdames, messieurs, il faut bien qu'on vous le précise, le principal syndicat des pilotes d'Air France appelle ses membres à exercer leur droit de retrait pour ne plus voler vers Bamako. Eh bien, l'affaire tourmente aujourd'hui les pilotes d'Air France, nous dit-on. Depuis le jeudi 16 mars dernier, le principal syndicat des pilotes de la compagnie aérienne française, qui effectue une rotation par jour entre Paris et la capitale malienne, a indiqué avoir appelé ses membres à exercer leur droit de retrait pour ne plus voler vers Bamako. L'inquiétude sur l'impact que pourrait avoir l'existence d'un nouveau système de missiles sol-air russe au Mali, formulé par l'agence américaine de l'aviation civile sur son site internet fin février, semble avoir motivé cet appel syndical pour le moins inédit. Pourquoi Washington est en campagne contre les autorités maliennes? Selon les médias français, dans ces deux communiqués diffusés le 23 février dernier, l'agence gouvernementale chargée de réguler l'aviation civile américaine avait en effet mis en garde les compagnies aériennes enregistrées aux États-Unis contre le risque potentiel que représentait désormais l'espace aérien malien, en raison notamment de l'introduction d'un système de défense aérienne avancé au Mali par des, on va le dire comme ça, des formateurs de Wagner, un groupe de sécurité privé russe qui a commencé à se déployer dans le pays en décembre 2021. Dans la foulée, les deux notes nous font savoir, et d'ailleurs qui ont été commentées sur les réseaux sociaux par les comptes d'internautes habitués à chanter, on va le dire comme ça, les louanges de l'Occident, que tout cela, les Maliens sont en pleine expansion depuis l'installation au pouvoir, bien sûr, du colonel ou alors des colonels qui ont pris le pouvoir du côté de Bamako. Et pour cela, on nous fait savoir que les États-Unis confirment le surarmement du Mali, a cru savoir l'un d'entre eux. Tandis qu'un autre faisait défiler sur l'application la vidéo chinoise des photos de missiles assorties de sous-titres présentant le Mali comme un pays désormais inattaquable par surprise et par incursion grâce à cette batterie anti-missile télécommandée par guidage radar capable d'intercepter les avions qui franchiront l'espace aérien malien. Mais est-ce que le Mali ou alors les autorités maliennes avaient déjà dit un jour qu'ils bombarderaient un avion rempli de passagers qui viendrait atterrir dans un aéroport de ce pays? Non, que nenni. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont justement en campagne de manipulation contre ce pays qui n'a qu'un seul objectif, se libérer du joug colonial, se libérer de l'impérialisme, se libérer justement de cette France et de ses amis qui l'ont tant, on va le dire, meurtri. Voilà pourquoi nous nous interrogeons aujourd'hui. Mali, système anti-aérien, Washington en campagne de manipulation ou encore de psychose. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene, il est enseignant à l'université de Douala. Il est notre invité ce mardi 21 mars de l'an de grâce 2023. Jonathan Batengene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. À la fin, on va leur faire la petite annonce. On préfère les garder dans... Une annonce. On peut leur dire à quel point ce serait heureux, mais c'est le meilleur est toujours pour la fin. Donc, bonjour à tous. Nous leur disons beaucoup de courage, tous ceux qui sont en train de se battre. C'est vous les héros qui réalisez chaque jour le succès de ce combat. Vous avez parfois vos occupations, vous vous y consacrez, vous regardez les émissions. Ensuite, vous revenez sur le terrain les week-ends et parfois même en semaine. Vous investissez les rues, vous accomplissez tout ce que l'Afrique célèbre aujourd'hui.
à Bamako, à Ouagadougou, à Bangui, à Conakry, partout sur le continent. À Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso, nous avons notre frère Nestor Podassé qui vit une situation particulière. Courage, mon frère. Tu es un héros. Tu es un héros. Tous ceux qui voulaient te museler, ils t'ont donné plusieurs voix qui te défendent désormais. Donc, tu ne parles plus seulement par toi-même, tu parles à travers nous tous. Nous sommes tes porte-parole. Et ça, ils ne l'avaient pas vu venir. Tu es le grand homme par lequel la libération du Burkina Faso est en train de passer. Et nous comptons sur ton retour dans les prochains jours. Nous demandons au président Ibrahim Traoré de mettre à contribution le pouvoir discrétionnaire dont il est investi pour que justice soit rétablie. Dans ton cas, il n'est pas question de simplement te faire libérer. C'est une grâce pure et simple, car un héros ne mérite pas ce sort. Nous revenons sur tous ceux qui se battent et leur disons, voilà, vous réalisez cela. Et la fierté de toute l'Afrique, c'est vous. La fierté du continent, c'est vous. Nous sommes juste les porte-voix du combat. C'est une modeste mission que nous accomplissons. Vous, quant à vous, vous êtes les héros dans la rue africaine. C'est vous qui réalisez. Eh bien, le héros est toujours interpellé, car le combat continue. Continuons jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire finale. Et la victoire finale, c'est la libération entière et totale du continent noir. Jonathan Martin-Guéné, eh bien, le Mali s'est doté d'un système anti-aérien. On se rappelle également de cette plainte déposée au Conseil de sécurité des Nations Unies, d'ailleurs avec des preuves tangibles, demandant justement à cette institution de bien regarder ces preuves, car, on le sait, la France violait l'espace aérien malien. Et d'ailleurs, aujourd'hui que le Mali s'est doté d'un système anti-aérien, Washington va en guerre. Washington est-il devenu aujourd'hui le pays qui fait la campagne de manipulation, ou bien c'est tout simplement une psychose? Prenons les deux pays différents. Pour Washington, la batterie anti-aérienne est russe. Vous savez que pour les États-Unis, tout ce qui est russe, c'est le diable. Donc, ils vont s'agiter. Ça agit sur eux comme... moi, j'ai vu des films d'exorcisme, de l'eau bénie sur quelqu'un qui est embouté. Oui, ils entrent en transe. C'est un peu ça. C'est-à-dire, ils se sentent comme provoqués. À la minute, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est produit. Et toute la diplomatie états-unienne va vociférer et dire des choses, parfois même à la limite de l'intelligible. Donc, côté États-Unis, c'est même un réflexe normal. Ils sont dans une compétition, dans une crainte, parce que leur hégémonie est sérieusement bousculée en Ukraine par les Russes. Et quand ils voient que les terroristes sahéliens sont neutralisés par l'armée malienne, épaulés par le matériel russe et les experts russes, ça leur donne du vertige. Surtout qu'eux, ils n'ont pas réussi dans la même situation. Donc, à ce niveau, il y a comme le mauvais élève qui voit le bon élève faire le bon travail et qui s'agite. Côté de la France, on se pose bien des questions. J'aurais bien compris si c'était l'État français, la jeune Française qui s'exprimait. On aurait dit que, au Cameroun, on dit qu'ils ont le macabo. Donc, ils ont encore le morceau en travers de la gorge. Le Mali leur a échappé, le Mali est sorti du système d'exploitation de la jeune Française, de ces mécanismes pipés et vicieux qui faisaient la prospérité de la jeune Française. À ce niveau, on aurait compris. Mais c'est Air France, mon frère Goss. Air France, et ça fait peur. Pourquoi ça fait peur? Il y en a beaucoup qui vont dire, ah non, Air France, avant de rentrer dans les détails, oui. On va prendre ces détails de comparaison là après. Mais je dis que ça fait peur parce que Air France est censé être un opérateur commercial civil. Oui. Bon, commercial, c'est déjà même civil. C'est un opérateur commercial. Air France est censé délivrer ses services à des civils.
place une batterie anti-aérienne qui opère essentiellement contre du matériel militaire, des menaces sécuritaires. Air France, qui a un droit en bonne et due forme de circuler dans le ciel malien, s'inquiète. Mon frère Ngo, ça fait peur. Laisse-moi rire un peu. Imagine-toi que j'arrive ici, et tu as mis un communiqué à la porte. Tous ceux qui ont l'habitude de voler les clés USB, vous serez frappés d'un panari. Vous savez, en Afrique, il y a ce genre de menaces. Et moi, à la porte, vous me voyez dire, mais Ngos, pourquoi tu mets le panari pour ceux qui prennent les clés USB? Non, mais au départ, tu vas dire, non, Jonathan, c'était juste. Mais si tu constates que je suis sérieux, à l'instant, tu commences à dire, mais attends. N'est-ce pas Jonathan qui vole? Est-ce que je n'ai pas trouvé le bandit? Tu vois un peu l'affaire. C'est-à-dire que Air France, qui est dans le civil, s'inquiète pour une affaire des militaires. Mais c'est la sorcellerie. En Afrique, c'est comme ça qu'on dirait, mais c'est la sorcellerie. Air France est dans le civil. Cette affaire, c'est pour les militaires. Oui, si l'État français dit qu'ils se fâchent, eux, ils ont des militaires. Mais toi, tu crains quoi? C'est-à-dire qu'Air France, c'est qu'elle fait des choses qui sont louches sur le territoire du Mali. C'est ce que ça signifie. Donc Air France s'inquiète pour quelque chose que nous, on ne connaît pas. Et nous, on se dit, ah, Air France s'inquiète pourquoi? Nous, ils disent, non, c'est pas bien. Ils vont abattre nos avions. C'est-à-dire, vos avions, il y en a qui circulent dans les zones interdites, n'ayant pas déclaré leur plan de vol, et qui utilisent en ce moment-là du matériel militaire. Peut-être qu'ils s'occupent du transport du matériel militaire. Cette inquiétude d'Air France révèle ou éveille des soupçons légitimes de la part des Africains. Une compagnie commerciale qui est censée être dédiée essentiellement au commerce, au travail avec des civils, s'inquiète d'une mesure militaire. Ça veut dire que cette compagnie exerce sur les deux domaines. Normalement, les autorités maliennes devraient interpeller le directeur, le représentant de Air France, pour qu'il clarifie les raisons de leurs inquiétudes. Parce que c'est incompréhensible. Bon, maintenant, rentrons dans les éléments de comparaison. C'était le premier argument. Les éléments de comparaison. Au Yémen, il y a la guerre. Là-bas, il y a même les drones, hein, des drones de dernière génération qui survolent le ciel sans prévenir. Le ciel yéménite. Air France dessert le Yémen. Oui. Air France ramène les passagers au Yémen à Sanaa. Là-bas aussi, il y a les batteries anti-aériennes. Air France n'a pas peur que les batteries anti-aériennes vont s'attaquer à leur avion. Vous comprenez pourquoi je ramène l'exemple à la fin? Oui. Air France est en Ukraine. D'ailleurs, j'ai fait un truc en venant là. J'ai essayé, je suis allé dans leur simulateur de réservation. Oui. Et j'ai simulé une réservation pour l'Ukraine. Mon vol, on m'a proposé un vol demain à 10 h. Air France, en Ukraine là, le ciel là, quel est le sol aujourd'hui qui a le plus de batteries anti-aériennes? C'est pas le sol de l'Ukraine. Eux, ils ont même ils ont dans leur expérience, ils ont des tirs ratés où ils abattent leurs propres avions. C'est-à-dire, en matière même de fiabilité, ceux-là ne sont pas fiables. Air France part quand même desservir cette destination. Les Maliens qui n'ont jamais même abattu un avion par accident, c'est-à-dire un avion de leur propre compagnie par accident, Air France a peur de la manipulation, bien de l'usage de cet appareil au Mali. Donc ça montre qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose que nous cache Air France dans son travail au Mali. Et je veux pour cela donc mobiliser aussi un ensemble d'éléments socio-historiques qui peuvent contribuer à éclairer la lanterne peut-être des autorités sur la réaction d'Air France et même les panafricanistes. Quand le Mali
demande à la junte française de rapatrier son matériel. La junte française dit au Mali, si nous rapatrions le matériel, vraiment, la collaboration avec les entreprises françaises sera revue. Oui. Même au pied de la crise diplomatique Mali-France, on n'a jamais vu Air France, je dis jamais vu, commettre un communiqué pour annoncer qu'elle suspendait ses vols sur Bamako. À l'heure où certaines compagnies de la sous-région, quand on a même signé l'embargo, certaines compagnies de la sous-région ont décidé de ne plus desservir Bamako. Air France desservait toujours Bamako. Pourquoi dans ce contexte de crise, Air France n'avait pas peur que les autorités maliennes, en guise de représailles, décident d'abattre les avions d'Air France? Pourquoi ils n'avaient pas peur? Pourquoi ils continuaient d'aller desservir Bamako? Ce n'est que le jour où on achète la batterie anti-aérienne qu'ils savent être très performante, qu'ils redoutent le ciel de Bamako. Vous voyez qu'il y a cette piste que leur comportement suscite, qui n'est pas à négliger. Que fait vraiment Air France au Mali? Est-ce que Air France est une compagnie commerciale comme les autres? Est-ce que Air France n'a pas des accointances avec les terroristes, qui sont effectivement des acteurs armés? Est-ce que Air France déclare totalement son activité au Mali? C'est la grande interrogation que suscite ce comportement d'Air France. Une question cependant, Jonathan Vatenguene, si c'était le terrorisme qui était combattu par les Occidentaux dans le Sahel, comment comprendre qu'ils ne soient pas d'accord avec la Russie qui aide le Mali à lutter contre le terrorisme et à protéger justement le sol malien? Là, c'est encore une question très intéressante. Vous savez, c'est un Camerounais qui appartient à une organisation bizarre de Camerounais de la diaspora. On causait et puis quand on échange, je lui dis non, ce que vous utilisez parfois, c'est des méthodes dignes des terroristes. C'est pas bien. Et moi, je comprends pas pourquoi les pays européens me disent non. Les Européens ne peuvent pas collaborer avec les terroristes. Et je lui rappelle que les frères musulmans, une organisation terroriste, les frères musulmans, pendant longtemps, leurs leaders vivaient en France, en Angleterre. Aujourd'hui, la plupart qui, comme ils ont commis des coups d'État en Égypte, ils n'ont pas pu s'imposer, ils sont quittés en France parce que la France a décidé de soutenir Al-Sisi contre eux. Ils ont fui, ils sont allés en Angleterre, ils sont dans d'autres pays là-bas. Je lui ai rappelé qu'ils sont en Norvège, ils sont en Suède. Je lui ai dit, les frères musulmans, c'est les terroristes qui vivent en Europe. Vous avez déjà vu l'Union européenne s'en inquiéter? Du tout. L'Europe choisit ses terroristes avec qui traiter. Oui. Et parfois, même parmi ces terroristes, l'Europe décide de qui est le dangereux terroriste, de qui est le bon terroriste. Les Mohamed Merah, qui se reconnaissent dans l'État islamique. C'est ça, non? Mohamed Merah qui a fait les attentats de Bataclan. Il se reconnaît dans l'État islamique. Il dit que son processus de radicalisation s'est passé au pays, tout. La France ne l'aime pas. Dit que ce monsieur, c'est un criminel de la pire espèce. Mohamed Merah est citoyen de l'État islamique dans son cœur. Disons ça comme ça, c'est une manière de... Mais en fait, il se sent plus proche de l'État islamique. C'est un fan de cette organisation. Pour les téléspectateurs, je vais faire simple. L'État islamique, Daesh, c'est François Hollande qui nous a donné ce nom, Daesh. Ils sont en Syrie. Qui soutient l'État islamique? La même France, l'Union européenne, l'OTAN. Donc ils choisissent même encore dans l'État islamique qui est dangereux pour eux et qui est utile pour leurs propres intérêts. Il n'y a pas d'une Europe qui serait en faux avec tous les terroristes du monde. Oui. Les terroristes, quand ils arrangent le camp occidental, sont des bonnes personnes. J'ai bien aimé l'interview
qui est passé sur une chaîne française, un média du Quai d'Orsay. Quoi qu'ils vont dire que c'est un média privé, tout ça. On sait que c'est la voix du Quai d'Orsay, tout ça. Par le truchement de certaines alliances. Ils interrogeaient le prince Ben Faisal. Le prince qui a dirigé les renseignements saoudiens pendant 24 ans. Et le journaliste pose une question au prince, il dit, mais vous étiez patron des renseignements, vous devez avoir beaucoup de secrets, non? Il dit que non, moi, j'ai pas de secrets. Il dit, mais vous avez quand même géré Ben Laden. Hein, Ben Laden, la CIA et vous avez donné les armes à Ben Laden. Et c'est le monsieur qui se défend, il dit, non, Ben Laden s'était porté volontaire. Moi, ce que je retiens, c'est quand même la précision du journaliste qui, de manière très honnête, nous a décrit la relation entre Ben Laden, la CIA et l'Arabie Saoudite. Vous avez employé Ben Laden. Vous avez aidé Ben Laden. Ben Laden est devenu quoi par la suite concernant les États-Unis? Leur ennemi numéro 1. Mais ça n'empêche, Al-Qaïda est devenu leur ami pour combattre la Russie en Ukraine. Donc, vous voyez des retournements de situation terribles. Les terroristes ne gênent donc pas véritablement les intérêts des Occidentaux de manière intrinsèque. Parce que l'argument qu'ils donnent parfois, que le terrorisme est mauvais et que les terroristes sont les criminels de guerre, les criminels, les pires criminels de la Terre, c'est donner une impression qu'intrinsèquement l'Europe insupporte, ou bien l'Occident insupporte le terrorisme. Mais quand vous regardez dans une analyse au cas par cas et en fonction des situations, comment l'Occident a appuyé des terroristes, vous comprenez que ce n'est pas une vision intrinsèque. C'est une vision essentiellement sur la mesure des intérêts occidentaux. Au niveau donc du Sahel, on fait face à la même lecture. L'Occident trouve des raisons de soutenir les terroristes qui créent le chaos et facilitent la recolonisation du Sahel, dont l'Occident appuie ces terroristes. L'Occident ne participe pas à combattre ces terroristes. Grâce à ces terroristes dans le Sahel, les États-Unis qui n'avaient pas une base militaire au Niger l'ont aujourd'hui. Ça fait un repositionnement de plus dans des zones géostratégiques. C'est ainsi le langage du Pentagone. Les zones qui sont susceptibles d'être des espaces stratégiques d'exploitation des ressources demain. Pourquoi stratégique? Parce qu'elles regorgent d'un potentiel en ressources naturelles important, parfois qui laisse à croire que ce seraient les réserves ultimes de l'humanité dans les années à venir. Il faut garder un contrôle sur ces ressources. Et pour s'implanter, il faut une bonne raison. Cette raison, c'est l'insécurité. Qui va créer l'insécurité? Les terroristes. Qui arme les terroristes? L'Occident. Pour que la bonne raison existe. L'Occident continue de jouer à ce jeu dans le Sahel. Aujourd'hui, le Niger fait l'expérience douloureuse de ce qu'il a laissé son territoire aux puissances occidentales. Les attaques terroristes se comptent par jour en dizaines sur le territoire du Niger. Je parle là de données que j'ai pu avoir grâce à quelques informateurs sur le terrain. L'armée nigérienne, dans son flanc sahélien, pas dans la zone où il y a le Boko Haram, étrangement le Boko Haram, qui était beaucoup plus virulent, a baissé en intensité. Mais du côté de la frontière malienne, on constate qu'il y a un nid terroriste qui s'est déplacé du côté du Niger. Et il se passe comme si l'endogénéisation du terrorisme au Niger vise essentiellement à développer des bases militaires terroristes en concubinage avec les bases militaires occidentales. Voilà le schéma du terrorisme dans le Sahel. L'Occident ne supporte pas le terrorisme. L'Occident cohabite très bien avec le terrorisme. Ils nous l'ont montré dans le Sahel, ils nous l'ont montré en Syrie, ils nous le montrent en Ukraine, où ils recrutent les combattants de l'État islamique pour venir affronter les soldats de l'armée régulière russe.
Pendant ce temps, pour sortir justement de cet entretien, Jonathan Batengene, eh bien, les États-Unis confirment le surarmement du Mali. Qu'est-ce qui fait peur aux États-Unis, pour ne pas dire à l'Occident? Dans une guerre, le rapport de force est inversé. Je ne suis pas stratège militaire, mais je répète ce que j'ai suivi de stratège militaire. Le rapport de force est inversé par 3 éléments. Le terrain peut être un élément qui favorise l'inversion du rapport de force, c'est-à-dire que le terrain, naturellement, vous en avez la maîtrise ou bien vous avez le renseignement plus facile à partir de la participation des populations. Le deuxième élément, c'est le nombre. Lorsque vous avez une armée en nombre critique qui peut mener une offensive dense dans le temps, vous pouvez aussi inverser le rapport de force. Qu'en face, si la puissance de feu ne tient qu'à une poignée d'individus, vous pouvez inverser le rapport de force. L'autre donnée, c'est l'armement. Lorsque vous avez un armement technologiquement très avancé, vous pouvez créer des dégâts chez un adversaire beaucoup plus coriaces, qui sont irréversibles et rendent le cours de la bataille en votre faveur. Donc, aujourd'hui, les États-Unis qui connaissent la doctrine de guerre et qui sont les plus grands guerroyeurs de la Terre, ils constatent que les Maliens sont en train de mettre à contribution cette connaissance des champs de guerre. Et les Maliens font décidément peur à tous ceux qui ont intérêt à créer le terrorisme là-bas. Les États-Unis savent qu'à cette allure, les Maliens eux-mêmes pourront rassurer leurs voisins quant à leur capacité à sécuriser la zone du Sahel. Et pourquoi pas entraîner les voisins dans la même logique qu'eux? Or, eux, ils sont justement dans une logique. Les terroristes doivent vous faire peur pour que vous ayez toujours à collaborer avec les États-Unis. Et les États-Unis doivent s'assurer dans la collaboration que vous ne soyez pas suffisamment armés pour affronter les terroristes. Donc, il y aura toujours un maintien du statu quo qui fera que vous aurez toujours besoin de tutorat des États-Unis. Chose que la situation malienne est en train de mettre en nu et en train de changer la donne. Donc, les Maliens font peur par cela. Parce que leur exemple devient ce qu'on appelle un exemple exemplaire, un modèle pour les autres pays. Et ils savent que les Africains ne comprennent pas trop les choses du langage scientifique. Ne prenez pas trop du temps pour dire aux Africains, pour faire des chaussures, on devra chercher du cuir, on devra chercher. Les Africains n'aiment pas ce raisonnement. Les Africains aiment bien quand vous leur dites, tu veux faire du cuir, tu veux faire une chaussure. Attends, je m'en vais chercher. Voici ce qu'on appelle le cuir. Voici ce qu'on appelle les guilles. Voici ce qu'on appelle le fil. On regarde comment on fait. Et l'Africain copie en voyant. Donc les Africains vont voir comment les Maliens sont en train de battre les terroristes. Ils disent, mais c'est quoi? Vous avez l'arme là, ça s'appelle quoi? Non, c'est une mitrailleuse. On achète ça en Russie. Les Russes, les Chinois peuvent aussi avoir ça, oui. La même qualité, non. Seulement les Russes, oui. Ok, je vais acheter chez les Russes. Donc les Africains vont copier le modèle malien. Ils le savent, les États-Unis. Ils savent comment les Africains raisonnent. Ils savent que pour les Africains, l'image est très importante. Et là, il y a une image concrète de ce qu'on appelle la libération. Et le Mali est en train de devenir ce pays qui fonde cette image de libération. Merci à vous, Jonathan Batengene, d'avoir été des nôtres encore ce matin. C'est toujours un plaisir, mon frère Ngos, et nous disons toujours à tous les panafricanistes que la victoire est au bout. Nous disons ensuite, puisque nous avons dit que le meilleur, c'est pour la fin, vraiment, mon frère Ngos, nous avons passé de très, très bons moments durant l'année. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année qui s'offre à vous. Beaucoup de bonheur, de réussite, de santé, de prospérité. C'est l'anniversaire du très grand journaliste panafricaniste, Steve Jocelyn Ngos. Joyeux anniversaire, grand frère. Merci à vous également. Merci pour ces souhaits. Mesdames, messieurs, c'est avec le sourire que nous allons vous quitter en espérant vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Comme le disait encore mon grand-père, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous.